communique bien selon tout ce qu'il faut, eh bien alors on se comprendra parfaitement. On sait que ça ne marche jamais. Alors, plus on essaye de réduire la part d'écart, quelque part, plus elle augmente autrement. C'est ainsi. Bon, hein, on se rend bien compte que tout n'est pas de l'ordre de la maîtrise. Or, aujourd'hui, il y a un discours qui nous laisse planer cette idée-là. Si tu prends soin de toi, si tu fais bien ce qu'il faut au niveau de ta santé, si tu manges bien les fruits, les légumes, les machins, on laisse miroiter l'idée que ça peut aller. Ça va aller, il n'y aura pas de blessure. Hein. Et si tu as une blessure, tu pourrais être parfaitement soigné. Vous voyez, l'idée d'une médecine qui reviendrait paradoxalement une médecine un peu magique. L'idée d'un corps politique qui se penserait en termes de santé. Ça même effaré de voir comme aujourd'hui toute une série de problématiques qui hier auraient été des problématiques sociales et politiques se disent aujourd'hui dans un vocabulaire de santé ou un vocabulaire... Exemple des silicones, de façon à ce que le lendemain, quand vous enlevez, le lendemain ou le surlendemain, quand vous enlevez le pansement, il n'y a pas d'adhérence. S'il n'y a pas d'adhérence, vous n'avez pas rebobiné. Vous n'avez pas, le patient qui avait déjà commencé à cicatriser, vous n'avez pas arraché les bourgeons de cicatrisation. Donc, vous ne rebobinez pas. Le patient continue sa cicatrisation, quel que soit le pansement que vous mettez. Donc, c'est aussi une avancée importante. Parfois difficile à gérer pour vous en tant que soignant. Et donc, mon but aujourd'hui, c'est principalement de vous interpeller et de vous amener à réfléchir autour de ces trois thématiques. Voilà. La première chose sur laquelle je souhaitais vous interpeller, c'est à travers cette notion de douleur, parce que vous avez parlé de la journée contre les plaies, notamment les plaies douloureuses. Une première interpellation, c'est que dit le patient en fait quand il dit j'ai mal? Qu'est-ce qui se cache parfois derrière cette interpellation, derrière cette plainte pour de la douleur? Il peut y avoir beaucoup de choses en fait derrière cette plainte pour de la douleur. Il peut y avoir beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions différentes. Ça peut être des pensées comme en fait j'ai peur, la douleur me fait peur, ça m'inquiète. Est-ce que je suis bien soigné? Est-ce que c'est normal que j'ai mal? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va enfin s'arrêter? J'en peux plus de souffrir. Est-ce que ça va empirer éventuellement? Donc derrière la douleur, dans sa manifestation physique, il y a souvent une souffrance qui se cache. Il y avait une étudiante qui voulait intervenir. Oui, je vous la passe. Bonjour, je m'appelle Rabia Chabounia, étudiante en sciences infirmières. Il est certes que l'identification et la verbalisation et la compréhension est l'une des choses importantes pour être en interaction avec le patient. Par ailleurs, avec des gestes simples, par exemple être souriant avec lui et de le saluer, on peut élaborer ce qu'on ne croit pas. Par exemple, on peut obtenir sa confiance pour être à la hauteur de bien maîtriser la relation avec le patient, afin de le rationaliser ou bien de rationaliser son comportement s'il est tort et à lui convaincre de la meilleure solution pour qu'il arrive à discerner la meilleure solution pour son bien-être sans la prise de la décision à sa place. Et merci. Oui, par exemple, on doit obtenir la confiance du patient. C'est l'une des choses importantes pour être en interaction avec lui. Et merci. Si je vous entends bien, c'est pour faire revenir la confiance du patient, c'est ça? Oui, réponds. Oui, madame, exactement. Oui, alors, au niveau de la confiance avec le patient, premièrement, ce qui est important, c'est de pouvoir instaurer la relation de confiance avec nous. Donc, ça veut dire, est-ce que, au niveau du service dans lequel vous travaillez, est-ce qu'il y a un projet au niveau de l'équipe pour favoriser l'instauration de cette confiance? Ça veut dire, est-ce que on se donne le moyen d'informer suffisamment le patient sur, par exemple, le déroulement de la journée, sur les examens éventuellement qu'il doit passer, sur son état de santé, sur les différents intervenants qu'il va rencontrer. Ça, ce sont des éléments qui visent à le sécuriser. Si on veut instaurer une relation de confiance, la première chose à faire, c'est de le sécuriser par rapport à cet environnement inconnu qu'est l'hôpital ou le milieu de soins en général.
On fait, Oui. pour le mettre en confiance, il faut qu'il... Oui. Oui, par exemple, être discrète, de ne pas divulguer, par exemple, sa maladie ou bien ses secrets. Oui, évidemment, là, on est dans des notions qui sont fondamentales, le respect de sa vie privée, le fait qu'il soit bien conscient et que ce soit bien clair pour lui que tout ce qui concerne son état de santé ne sera pas transmis à des personnes qui ne sont pas censées avoir connaissance de ces éléments-là. Ça, c'est fondamental, évidemment. Je ne sais pas si on entend. Oui, merci. Merci beaucoup. Voilà, un grand merci. Je propose de continuer la conférence suivante pour ne pas prendre trop de retard. Et c'est vraiment la qualité des soins aux patients, essayer de diminuer la variabilité des soins. Dans une de mes unités de gériatrie, il y a des protocoles par rapport au plan de soins, par rapport aux soins de plaie, pardon. Mais dans une équipe, eh bien, il y a 3 infirmiers qui font ce qu'ils veulent. Et donc, chacun part avec leur idée du soin et font un petit peu ce qu'ils veulent par rapport aux soins. Ça ne va pas. Il ne faut plus qu'il y ait cette variabilité des soins. Tout le monde et reprendre que des recommandations. Alors, il y a eu quelques initiatives qui ont été faites, notamment pour traduire les recommandations en des patients. Elle n'est en rien, pour moi, cette perspective n'est en rien culpabilisante, parce que Alice Miller a écrit un livre très intéressant, et elle écrit Le porc ne mange, son titre c'est Le porc ne mange jamais. Aussitôt que l'on réprime ses émotions, le corps le signale par de lourds symptômes. Le corps n'est pas un influenceur. Il connaît parfaitement la vérité, bien mieux que le moi conscient. Mais comment faire, à un moment donné, à partir de ce constat-là, comment faire pour aider les patients que je côtoyais au quotidien? Comment faire pour les guider vers le chemin de ce qu'on a appelé une auto-guérison, c'est-à-dire la prise de conscience, donc, et à un moment donné, pouvoir faire quelque chose avec ce constat. Et donc, j'ai encore lu, il y a des médecins qui se sont vraiment penchés sur les problèmes, et entre autres, le docteur Ballesteros, que j'ai été vraiment passionnée par son... Je vais juste vous emprunter votre formule. Nous, on essaye de mieux former ces étudiantes pour qu'elles accompagnent au mieux les patients. Et merci à vous de nous accompagner dans cette formation et pour qu'elles exercent mieux leur métier, leur futur métier. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais ici, voilà. Je vais vous parler en fait je vais juste couper le son chez vous, d'accord? Sinon ça va être dérangeant. Ouais. Donc quand Fabienne m'a demandé de parler des plaies, mais en fait de tout ce qui est à côté des plaies, ça m'a parlé très fort parce que dans mon travail, je suis somathérapeute à Montgaudine, au CHU de Montgaudine, et dans mon travail, mes petites consultations avec mes petits patients, j'adore. C'est magnifique, c'est un partage de choses, ils sont là pour que j'essaye de les guérir, et moi je suis là pour leur donner quelque chose, la guérison, ou peut-être pas, mais en tout cas une amélioration de leur santé. Alors, je suis retournée voir, je suis retournée en médecine physique chez le professeur. Mais comment, je sais plus. Et il me dit qu'il y a toujours une activité qu'on est surnourri. Donc, normalement, on est surnourri en une année. Et voilà, il faut du temps. Il faut du temps, il faut le temps au temps. Il faut prendre le temps. Voilà. Et sinon, je pourrais avoir des domicile, l'enfant pas, je fais tout moi-même, je fais mes parcours. Et quand j'ai eu des premières infirmières à domicile, bon, elles ont essayé aussi de trouver des solutions, comprendre de l'énergie, etc. Et quand je venais en consultation, aïe, Bénédicte, jamais bien fait. Ouais, parfois, elle me donne, alors mon musicienne, alors elle me dit, oh, mais j'ai fait une grosse bêtise, j'ai des plaies, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais s'il te plaît, fais attention, c'est vrai, je peux dire toujours. Bonjour, je suis Hind Zalwal, étudiante en sciences d'infirmier. Je veux vous remercier. Je veux te dire que tu es courageuse. Je veux remercier tous les médecins et les infirmières qui restent à côté jusqu'à maintenant. Je suis très fière que je suis une infirmière pour ça. Je veux te dire que jusqu'à hier, je pensais comment je peux valider une modèle, mais maintenant, je suis en train
prendre le bon chemin. Merci. Alors, en fait, l'étudiante est très émue parce qu'en fait, comme elles toutes, alors, pardon, vous ne voyez pas, elles sont en plein questionnement sur leur devenir, sur leur voie, si elles viennent d'avoir le bac. Elles sont en S2, elles se posent des questions sur leur choix, si elles ont bien choisi. Et cette étudiante vous dit qu'en voyant votre témoignage, votre parcours, et surtout l'aide que les infirmières comme elle vous ont donnée, elle est très fière et elle se dit « j'ai fait le bon choix ». Alors, j'ai une autre intervention. En fait, c'est sorti du cœur. Merci. Je vous remercie pour votre exposé délicat. Je trouve que l'empathie reste le meilleur acte que l'infirmier doit adopter pour faire intégrer le patient dans sa vie et dans la société en tant qu'un être humain qui a des dimensions psychiques, affectives et physiques. Vraiment, cela m'a beaucoup infligé, affecté, absolument devant ces malheurs et notamment ce qu'on a vu. L'infirmier ne doit que présenter son meilleur diplôme pour les patients, en tout cas ce qu'il possède de puissance et techniques acquises et même à développer, si possible. Et merci. Merci. Merci à vous d'avoir tous assisté, en tout cas en direct à cette conférence. Et peut-être que, je ne sais pas si de ce côté-ci vous avez envie de réagir ou par rapport à un des intervenants de ce matin. Par rapport à ce qu'il dit là, oui, je vous écoute. Du miel au thym avec un tégadère ou un polyuréthane, en tous les cas, les bords de mon hydrocolloïde. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à vos questions, mais ça peut se faire en ambulatoire, à domicile, et donc expliquer à l'infirmière simplement. Et voilà, et revenir à l'hôpital pour enlever. Voilà. Super. J'ai juste une dernière question. Votre collègue tout à l'heure a parlé de leur origine. Elle a dit que vous les importez d'Allemagne. Si j'ai bien compris. Oui. En fait, ça a une spécificité en Allemagne ou c'est parce qu'en fait En fait, depuis peu, en Belgique, maintenant, c'est récent, c'est intéressé pour le moment, on attend un changement de